Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très grave, un sujet qui me tient à cœur parce que ça fait des mois et des mois que je n'arrive plus à chasser cette idée de ma tête. Et ne pas faire cette vidéo ou ne pas dire les choses que je pense, j'ai l'impression en fait d'être lâche, de ne pas avoir le courage de dire les choses qu'il faut dire. Et donc voilà, après plusieurs réflexions, j'ai décidé de le dire, j'ai décidé de le faire et de le mettre à disposition du grand public. Alors le sujet que je vais vous parler aujourd'hui est en étroite liaison avec toutes les découvertes que j'ai faites quand j'ai eu mon cancer du sein et quand j'ai eu mon burn-out et quand j'ai eu ma maladie auto-immune. Donc mes recherches m'ont conduit à être spécialiste du stress et du burn-out, mais rien ne me prédestinait finalement à ce métier parce que j'avais fait des études de pharmacie pour aider les gens, pour soigner les gens, et rien, vraiment rien n'aurait pu présager de ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si je décide de prendre la parole sur un sujet aussi grave, c'est parce que je pense que il est de mon devoir de le dire. J'ai perdu une amie très chère, une amie avec qui j'ai partagé une longue période de vie, une amie avec qui j'étais à l'école, une amie que j'aimais beaucoup, une amie qui représentait beaucoup de choses pour moi. Je vais vous raconter l'histoire tout à l'heure. Restez connectés. Et donc, ce qui me pousse à faire cette vidéo, bien sûr, c'est cette amie-là que j'ai perdue, qui m'est chère. Mais ce qui me pousse encore plus à faire cette vidéo, c'est l'attitude des médecins par rapport à cette maladie. Je m'explique. Il y a quelque temps, je suis allée faire une conférence dans un pays qui n'est pas la France. Et juste avant de commencer de faire ma conférence, il y a un médecin qui est venu me voir. Il m'a parlé, il est venu, il m'a abordé, il m'a dit à quel point il était fier de moi, à quel point il était impressionné par les recherches que j'ai faites sur le stress et le burn-out. Et il me remerciait d'avoir mis ces informations disponibles au grand public. Et que lui-même, en tant que médecin, il avait appris beaucoup de choses. Et là-dessus, il me dit, quand vous allez finir de faire votre exposé, j'aimerais bien que vous m'accordiez quelques minutes pour qu'on puisse discuter d'un éventuel partenariat, parce que moi j'ai un cabinet médical et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui ont un problème de stress effectivement. Et puis je lui dis, ok, bien sûr, parce que je suis ouverte à toute collaboration possible dans ce domaine. Donc après mon exposé, à ma grande surprise, le médecin en question n'est plus venu me contacter pour pouvoir discuter de la prochaine collaboration comme il me l'avait demandé. Mais j'apprends quelque temps après, donc pendant même cette rencontre, que en fait le médecin était choqué par les propos que j'ai tenus par rapport au cancer. Il a qualifié ça de choquant, d'irresponsable de ma part. Il a traité ça de plusieurs noms que j'entends souvent de la part des professionnels de la santé. Et donc, quand il a dit ça, moi, ça m'a ramené tout de suite à ce que j'ai pu vivre quand j'ai eu le cancer du sein. Et quand je suis rentrée dans ce chemin, ce qu'on appelle le protocole de soins pour le cancer, en fait, ça m'a rappelé cette période-là. Donc, le médecin, il était outré. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les gens qui ont suivi ma conférence sur le stress et le burn-out, je parle de cancer que je n'ai pas soigné par les voies classiques. Je parle de ce cancer que j'ai abordé d'une autre façon. Pourquoi ? Parce que j'avais compris que le cancer était lié au stress. Donc, là, je donne quelques explications, je donne quelques pistes pour aider les gens à comprendre qu'il est temps qu'ils prennent, qu'ils prennent le contrôle de leur santé. Mon propos était quoi ? Était celui-là, ce qui a le plus choqué le médecin. J'ai dit, le cancer n'est pas une maladie. Le cancer est un symptôme
qui nous indique que notre corps n'en peut plus. Que notre corps, il a été malmené pendant des années et des années et des années, et que les cellules n'arrivent plus à se nourrir, n'arrivent plus à fonctionner, qu'il y a des parties du corps qui n'arrivent plus à avoir les nutriments, qui n'arrivent plus à évacuer, qui ne fonctionnent plus tout simplement. C'est ça le cancer. Et c'est ça que j'explique. C'est quoi? Pourquoi je dis ça? Quand on entend ça, je pense que les gens peuvent comprendre que le cancer, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Que le cancer, c'est pas quelque chose qu'on attrape dans l'eau. C'est pas quelque chose qui est contagieux. Non, le cancer, c'est quelque chose qu'on a fabriqué tout seul. Pendant des années et des années, nous avons eu des comportements qui ont conduit au dérèglement physiologique du corps, qui ont conduit au dérèglement métabolique du corps. Quand on m'a dit que j'avais le cancer, la première chose que je me suis dite, heureusement que je commençais à faire des recherches sur le sujet, je me suis dit, mais mon corps, il est en train de me parler là. Il est en train de me dire que ça fait longtemps que je ne vis plus. Et effectivement, ça faisait plus de 30 ans que ma vie n'avait pas de sens. Plus de 30 ans que ma vie n'avait pas de sens. Plus de 30 ans que je me levais tous les matins en me disant, mais qu'est-ce que je fous ici sur Terre? Plus de 30 ans que j'avais fait tout ce que les uns et les autres attendaient de moi et que j'avais gagné beaucoup d'argent, mais que cet argent-là ne m'avait pas rendue heureuse. Pendant 30 ans, j'ai fumé, j'ai bu, parce que je m'emmerdais. Qui est irresponsable dans l'histoire? Est-ce que c'est moi qui me donne la peine d'aller lire tout ce qui peut être fait dans le domaine de la santé, de reprendre les recherches scientifiques, de les lire pour aller comprendre ce qui ne marche pas dans le corps humain? Est-ce que c'est moi qui suis responsable ou ce sont les gens qui ont appris une science et qui l'appliquent sans se poser des questions malgré tous les changements environnementaux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Le siècle dans lequel nous vivons, le 21e siècle, c'est un siècle, mais je pense qu'on n'avait pas prévu ça dans l'histoire de l'humanité. Il y a tellement de changements, il y a tellement de choses qui vont vite, il y a Internet, il y a la télévision, il y a plein de choses qui nous sollicitent dans tous les sens que notre corps ne peut plus suivre. Il ne peut plus suivre parce que nous avons peur tout le temps. Nous avons peur, nous manquons de confiance, nous n'avons pas de mode d'emploi pour aller dans cette vie-là, donc nous avons désorganisé notre corps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les maladies chroniques, les maladies du 21e siècle, toutes ces maladies chroniques sont les résultats des changements que nous vivons tous les jours. Et donc les maladies chroniques ne peuvent pas être traitées par la science que nous avons appris. Par la science que nous avons apprise à l'école, il y a de ça 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas possible parce que les choses ont changé. Donc ce que j'ai envie de dire aux médecins, aux pharmaciens, je ne suis pas en train de me battre contre vous. Et vraiment, je n'en ai aucune envie de me battre contre le système médical. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de me battre contre le système pharmaceutique. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que nous avons été formés pour soigner les gens. Nous avons été formés pour aider les gens à être en bonne santé, à être dignes, à être au contrôle de leur santé. Mais aujourd'hui, les médecins, les pharmaciens, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps de soigner. Pourquoi? Parce que on nous demande de voir les malades en 15 minutes, en 20 minutes. Si on a la chance, en 30 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 15 minutes dans une consultation? Nous avons été réduits à prescrire des médicaments et à dispenser des médicaments. Est-ce que c'est ça notre rôle? Non. Moi je dis non, c'est pas notre rôle. Non. C'est pas notre rôle. J'étais pharmacienne, j'avais une officine. J'ai remarqué, mais très très vite, que ce que j'étais en train de faire n'avait aucun sens. Et quand j'ai fait mes recherches sur le stress et le burn-out, que j'ai découvert par exemple que le diabète de type 2 était lié au stress
était lié à la production anormale de cortisol dans le sang, comment est-ce que je peux encore donner de l'insuline à quelqu'un pour répondre au problème du diabète? Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que le diabète qui est causé par le stress indique qu'il y a une résistance à l'insuline. Donc on ne peut pas donner de l'insuline. Le problème, c'est le sucre. Donc il faut arrêter le sucre. Tous les gens qui sont sur des médicaments comme l'insuline, parce qu'ils ont un diabète, ça ne les empêche pas d'avoir des complications. Et c'est ça le problème, c'est ça qu'on est en train de faire, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Tous les gens qui ont des maladies chroniques, ils ont des cachets à ne plus en finir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cachets. Maintenant, on leur donne des petites boîtes, des piluliers, pour pouvoir mettre tous ces médicaments avec classe. Mais ces médicaments, un seul médicament, bouleverse le métabolisme du corps. Un seul. Le paracétamol. Rien que le paracétamol, il peut conduire à des problèmes du foie. Rien qu'un seul médicament. Et les gens ne prennent même plus le temps de lire la notice. Pourtant, elle est là, la notice. Et tous les effets secondaires. Et il y a des malades qui me disent, il y a des patients qui me disent, il y a des clients qui me disent qu'ils avaient prévenu, ils avaient posé des questions à leur médecin en leur disant « Mais docteur, pourquoi vous me prescrivez ce médicament? Je vois beaucoup d'effets secondaires, donc j'ai peur de prendre ce médicament. » Et vous savez ce que les médecins leur répondent? Et c'est ça qui est quand même hallucinant. Ils leur disent « Oh non, 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 ça va, c'est pas grave, vous savez, on a mis des effets secondaires, mais oh, non. » Est-ce que vous êtes ce genre de médecin? Est-ce que vous êtes ce genre de pharmacien? Donc il y a un problème là, il y a un problème, il faut que... Je pense que collectivement, les gens de la science là, on puisse s'arrêter et puis qu'on puisse dire, il y a un problème. On ne peut pas continuer à traiter les gens comme on les traite aujourd'hui. Nous avons besoin des professionnels de la santé qui s'investissent dans la prévention, qui s'investissent dans la prévention des maladies. C'est ça que j'appelle la santé. Si nous éduquons les gens, si nous leur disons que tous les produits alimentaires qui sont fabriqués, on ne sait pas avec quelles normes, qui contient, tous les jours il y a des scandales où on nous dit que dans tel ou tel aliment, il y avait des colorants, il y avait des trucs qui provoquent le cancer. Si on disait aux gens que le stress, que la colère, que le ressentiment, que ne pas être à sa place professionnellement peut causer le cancer, je pense qu'il y aura moins de drames, il y aura moins de morts si on prenait cette responsabilité. Et je pense que c'est notre responsabilité. Donc maintenant j'en reviens à l'histoire. L'histoire qui m'amène à faire cette vidéo. Ma copine, elle a eu la même vie que moi. On a été à l'école en même temps. On a bourlingué en même temps. On a fait des belles choses et des mauvaises choses ensemble. Elle a eu presque la même vie que moi. Les galères professionnelles, les galères conjugales, les galères conjugales, on les a vécues ensemble. Et puis un jour, on lui offre un cancer. Moi aussi, on m'offre un cancer. Ok? On a 2 cancers, les mêmes cancers. C'est comme si on était des jumelles. On nous a vraiment filé, je ne sais pas, disons qu'on s'est filé le même cancer. Cancer du sein, même stade. Et donc, moi, quand j'apprends que j'ai mon cancer du sein, la première chose que j'ai dit au radiologue qui m'annonce ça, je lui ai dit, chouette, enfin je vais pouvoir prouver que ce que je raconte c'est pas des conneries quoi. Donc je prends pas la chimio. Il m'a pressé pour que j'aille voir les médecins, d'accord? Il faut que madame, vous alliez voir votre médecin traitant. Je suis allée voir mon médecin traitant. Le médecin traitant qui m'avait déjà vu,
qui m'avait dit d'ailleurs prenez un antidouleur parce que juste avant qu'on découvre mon cancer, j'avais eu une grande douleur en dessous des côtes. C'était le cancer en fait qui était juste en train de pousser, tout simplement. Il m'avait dit prenez des antidouleurs et puis ça va passer quoi. D'ailleurs c'est ce que j'ai pris parce que j'avais très très mal. Et donc je vois le médecin, je lui dis voilà, on vient de me diagnostiquer un cancer. Ah oui, attendez, je vais appeler le chirurgien. Je vais appeler le chirurgien. Est-ce que vous en connaissez un? Je dis, docteur, excusez-moi, mais stop, une seconde. Ce que j'ai envie, c'est d'abord qu'on parle. Vous êtes le spécialiste de la santé, donc je voudrais qu'on discute. Ah, il me dit, non, il n'y a pas de discussion possible là. Là, c'est grave. Je dis, oui, docteur, excusez-moi, mais j'ai envie de savoir d'abord. Avant de passer à la chirurgie, j'ai envie de comprendre à quelle sauce je vais être mangée. Et là, je lui dis, expliquez-moi le cancer, dites-moi, c'est quoi? Quelle est l'intervention? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va... Alors là, il se fâche, hein. Il se fâche, il me dit, mais vous êtes inconsciente, mais c'est pas possible, mais comment est-ce que vous osez poser des questions? Pourquoi? Allez voir le chirurgien et puis il va vous expliquer. Et comme je suis plutôt une personne têtue, je lui dis, écoutez-moi docteur, je ne vais pas ni faire l'ablation, ni faire la chimiothérapie, ni faire la radiothérapie, ni quoi que ce soit, parce que je veux d'abord soigner, j'avais d'abord comprendre la cause, et puis réparer la cause. Et peut-être, après ça, je vais reconsidérer ma décision. Et là, il s'est vraiment fâché. Hein. Je lui ai même dit, est-ce que vous m'aimez plus que moi je m'aime? Parce que là, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait que je suive vos indications les yeux fermés. Je lui dis non, c'est pas le cas. J'ai envie de réfléchir. Et j'ai envie de prendre le temps pour réfléchir. Il avait déjà appelé le gynécologue chirurgien. Quand j'ai fait mes études, je ne savais même pas qu'il y avait eu des spécialisations dans la chirurgie, dans la découpe des seins. Donc je pensais que le gynécologue c'était un gynécologue et puis qu'il y avait des chirurgiens. Non, maintenant il y a des spécialités. C'est gynécologue et chirurgien. Des gens qui sont spécialisés dans l'ablation des seins. Ok. Je dis j'y vais. J'y vais. Je suis même curieuse de voir comment ça se passe. Est-ce que le prochain médecin me parlera de la même façon que celui-là? Je vais voir le chirurgien qui me reçoit avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup d'empathie, parce que il avait déjà mon dossier médical. Et là, donc il me dit, bon voilà, après consultation, il me dit, voilà, donc on va vous programmer pour la semaine prochaine, pour l'ablation, voilà, pour... Et je lui dis, docteur, moi j'ai vraiment pas envie de faire l'ablation. J'ai juste envie d'abord que vous m'expliquiez pourquoi vous voulez couper mon sein, quoi. Expliquez-moi, j'ai envie de comprendre. Alors là, il se fâche, le monsieur, mais il se fâche, il me dit, mais c'est pas possible, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez un cancer? Je dis oui, j'ai un cancer, oui, je suis venue pour ça. J'ai dit, mais expliquez-moi, avant de couper, avant d'aller voir l'oncologue pour tous les traitements qu'on va me donner, j'ai envie de savoir, de comprendre. Et puis il me dit, mais vous êtes sur une autre planète, ma pauvre. Parce que le cancer, c'est pas ce que vous pensez. Je lui dis, écoutez, docteur, moi ce que je pense, c'est que le cancer a été causé par mon comportement, le stress dans lequel j'ai vécu, et puis je commence à lui expliquer. Et donc, je vais commencer d'abord à nettoyer mon corps, et puis peut-être que je peux revenir vous voir, et puis commencer à discuter. Mais j'aurais aimé que vous m'expliquiez, vous qui êtes... Et là, il se fâche, il n'en revient pas, et il me dit que je suis un peu comme un charlatan. Charlatan. Et là, je lui dis, excusez-moi, mais je suis formée comme vous. Je suis pharmacienne, parasitologue. J'ai fait des études pendant longtemps de médecine.
de médical. Donc je pense que je n'ai pas à me sentir inférieure par rapport à votre science. Excusez-moi. Ce corps, c'est le mien. Le corps que vous avez envie de passer au bistouri, c'est le mien. Donc avant que je vous confie mon corps, j'ai quand même envie de comprendre. C'est la moindre des choses. Et donc, je vous passe de tout ce que j'ai vécu. Si vous êtes d'accord en fait qu'on vous coupe le sein, là on veut bien discuter avec vous pendant 1 heure. Même pour vous consoler, on veut bien discuter. Mais quand vous n'êtes pas d'accord qu'on vous coupe votre sein, là il n'y a plus personne. Plus personne ne veut vous écouter. Donc je dis, ok, c'est quoi la prochaine étape? Bon, allez voir peut-être l'oncologue. L'oncologue pourra peut-être vous convaincre de rentrer dans le protocole. Bon, il téléphone à un de ses collègues et puis je prends rendez-vous et je vais le voir. Alors je dois dire merci à cet oncologue parce que lui, il m'a pas engueulé. Je lui ai juste parlé de comment je voulais faire les choses et puis il avait un petit sourire au coin des lèvres, histoire de me dire, la pauvre là, mais vous savez pas ce qui vous attend. Et puis il m'a dit, vous avez un cancer qui est infiltrant, qui va grandir très 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 vite, et donc vous risquez d'en mourir si vous ne faites rien. Et surtout, faites quelque chose pendant qu'il est temps, pendant que c'est encore petit, parce que ça va grandir, 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 et puis ça va devenir immense. Et lui, je lui dis, docteur, est-ce que vous permettez de me suivre, faire un suivi médical? Un suivi médical pour tous les 3 mois d'abord, et puis tous les 6 mois, et puis il me dit ok, qu'est-ce que vous voulez? Je dis je veux bien faire une échographie, je veux bien faire 1 fois par an un PET scan. Voilà, je lui dis ce que je voudrais. Il me dit oui, tout à fait, on fera le suivi. Donc il me prescrit les examens à faire. Et je sors de là. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. 1 femme sur 8 attrape le cancer. 1 femme sur 8. C'est pas 1 crevette sur 8, c'est 1 femme sur 8, des individus. Et nous sommes réduits à des protocoles de soins. Les protocoles de soins, ça veut dire quoi? Ils ont réfléchi sur la pratique de ce qu'ils sont en train de faire et ils ont trouvé une moyenne, ils ont modélisé. Nous sommes réduits à des protocoles, alors que nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes histoires. Ce qui nous a amenés au cancer, c'est pas la même chose. Mais ça, les professionnels de la santé, ils s'en foutent. Et c'est là où se trouve le drame. Donc, je reviens à ma copine, qui a eu le même cancer que moi. Quand je l'appelle, je n'avais plus de ses nouvelles, je l'appelle, je lui dis « Hé, comment ça va ?» Ah, elle me dit « Ça fait longtemps, ça fait un moment que je suis sous chimiothérapie. » Je lui dis « Qu'est-ce que t'as ?»« J'ai un cancer du sein. » Waouh, wow. J'arrive, je prends le train, je vais la voir. Et quand j'arrive, je ne la reconnais pas. Je ne la reconnais pas, elle est défigurée. Elle a des souffrances, mais des souffrances que je ne peux même pas vous décrire. Et je suis là, oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, elle m'explique que elle est à sa 2e chimio, et que depuis, elle a des douleurs neurologiques, elle a des douleurs partout, elle avait il n'y a plus rien qui fonctionnait dans son corps, elle avait mal à la gorge, mal partout. Et donc je discute avec elle, j'essaie de lui remonter le moral, et puis je lui dis, mais moi aussi j'ai un cancer, mais moi j'ai décidé de ne pas le traiter. Et elle m'engueule, elle me dit, mais arrête tu as toujours été un peu rebelle, arrête de faire des trucs comme ça. Elle m'a même appelé un de ses médecins pour m'obliger à prendre la chimio. J'ai écouté le docteur, je lui ai dit ce que je fais, je lui ai dit,
ça fait des mois et des mois, ça fait presque une année que je vis sans chimio, sans rien, mais moi, ma vie continue, je me sens bien. J'ai pas réussi à la convaincre de faire autrement, de réfléchir et de laver son corps. Parce que chaque fois que je lui disais, fais ne fût-ce que des lavements pour que ton intestin évacue tout ce que tu prends. Elle me disait, ah non, ça c'est pas dans la prescription des médecins. Et j'ai envie de vous lire. J'ai pris un dossier qu'elle m'a partagé avant de mourir. Les effets secondaires des médicaments qu'on prend quand on a le cancer. Toxicité digestive et des muqueuses. Donc, vomissements, nausées, manque d'appétit, perturbation du goût, odorat, constipation, diarrhée, inflammation de la bouche, aphte, fatigue, chute des cheveux, toxicité hématologique, diminution des globules blancs, diminution des globules rouges, donc anémie, diminution des plaquettes, la liste est longue, toxicité neurologique, fourmillement, picotement, picotement des mains et des pieds, douleur des articulations et des muscles, douleur osseuse. À tous ces effets secondaires, on donne d'autres médicaments. On avait donné la chimio, mais comme elle a des effets secondaires, on va donner d'autres médicaments. Donc, le corps se retrouve avec des millions de molécules chimiques dans le corps. Tout ça, pourquoi? Tout ça, pourquoi? Moi, ma question c'est, est-ce qu'on meurt de cancer ou on meurt des traitements? Je ne sais pas. Nous avions la même vie, nous avions le même cancer, elle est morte, moi je suis vivante. Non seulement je suis vivante, mais j'ai réussi à soigner des maladies que je ne pensais même pas moi-même curables. La maladie d'Hashimoto, le problème de la thyroïde que j'avais, je prenais du Levothyrox depuis 10 ans, a été guéri au bout de 2 mois de ce traitement que j'ai fait, de ce lavement que j'ai fait du corps, d'avoir arrêté le sucre, d'avoir arrêté les farines, d'avoir arrêté tout ça. Plus de Levothyrox, ça fait maintenant plus de 2 ans et demi maintenant que je prends plus ces médicaments. Levothyrox, la maladie auto-immune dit que le système immunitaire ne fonctionne plus. Nos propres anticorps nous mangent, nous bouffent de l'intérieur. Et au lieu d'écouter le corps, qu'est-ce qu'on fait? On met des médicaments. Hein? Ça n'a aucun sens. C'est un peu comme un exemple que j'aime bien donner. Vous avez une poubelle remplie de détritus dans votre maison. Vous ne la sortez pas pendant des mois. Les rats commencent à entrer, hein, à circuler. Et vous allez prendre des produits anti-rats pour éliminer tous les rats qu'il y a dans votre maison. C'est ça la médecine que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous donnons des produits pour tuer les rats, alors qu'il suffit de sortir la poubelle. Je m'étais promis de ne pas parler de ce cancer avant 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que c'est le temps qu'on donne aux gens qui rentrent dans les protocoles. Au bout de 5 ans, si vous n'êtes pas mort, vous êtes considéré comme quelqu'un qui a eu un bénéfice par rapport à ça. Même si il ne meurt pas. Je rencontre des gens qui sont mais vraiment fatigués. Des gens pour qui la vie s'est arrêtée parce que ils n'ont plus les cellules cancéreuses dans le corps, mais ils n'ont plus de vie non plus. Je rencontre des parents qui ont perdu leur leadership de parents qui ne savent plus quoi raconter à leurs enfants parce que eux-mêmes ils sont diminués par la maladie. Je rencontre des hommes à qui on a coupé tout parce qu'ils avaient le cancer de la prostate et qui n'ont plus d'intimité avec leurs femmes. Je rencontre des femmes qui n'ont plus de seins et qui ont des problèmes
d'intimité avec leurs hommes. C'est grave. Et moi, je suis là, je suis vivante. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger? Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, le cancer que vous avez, d'abord, avant de parler de cancer, je pense qu'il est temps de reconsidérer votre vie, d'enlever les colères dans vos vies, de donner un sens à votre vie. Si votre travail ne vous plaît pas, que vous puissiez réfléchir et le changer, d'enlever toutes les rancœurs que vous portez parce que tout ça provoque le cancer. La deuxième chose, l'alimentation. Vous allez me dire, oui, dans le monde où on vit, on n'a pas le choix. Bien sûr qu'on a le choix. Parce que le jour où vous avez un cancer, vous serez obligé de changer les choses, de toute façon. Donc, prévention d'abord. Prenez soin de vous avant d'arriver au cancer. Parce que le cancer, le jour où vous allez y arriver, vous n'allez pas faire comme moi. Je ne vous le conseille même pas parce que c'est quand même du travail. C'est quand même beaucoup de travail sur le stress et sur beaucoup de choses. Je ne vous le conseille même pas. J'en parle même pas. Je ne veux pas en parler. J'ai juste envie de vous dire que vous pouvez changer les choses. Donc, une fois que vous avez le cancer, moi, je pense que le cancer, il n'arrive pas en une seconde. Il s'est construit pendant des mois, des années, des années, des années, des années. Donc, quand vous le découvrez, il ne va pas vous tuer tout de suite. Et réfléchissez. Allez sur Internet, regardez tous les gens qui pensent avoir guéri leur truc et puis voyez ce que vous pouvez faire avant de rentrer dans les protocoles. Et quand vous êtes dans les protocoles, faites quelque chose. Vous pouvez aussi écouter votre corps et savoir ce que le corps est en train de vous raconter. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce qu'on vous raconte parce que le corps, il est à vous. Ça, c'est très important. Partagez la vidéo, dites aux gens, d'abord, évitez le cancer. Et si vous avez le cancer, commencez à réfléchir. Vous êtes dans un pays africain, par exemple, ça coûte trop cher. Vous êtes obligé de vendre tout ce que vous possédez pour aller faire la chimio. Et puis vous rentrez, vous êtes plus malade que ce que vous aviez avant. Et entre-temps, vous avez ruiné votre famille, vous avez ruiné tout. Partagez, dites aux gens de changer la façon dont ils font les choses. Allez voir ma vidéo sur le stress et le burn-out, elle vous expliquera beaucoup de choses. Et aux médecins, j'ai envie de dire, nous avons passé des années et des années, des années et des années au travail. Les études médicales, c'est des syllabus comme des trucs mais énormes, qui nous a stressés, qui nous a stressés, qui nous a stressés. On n'a même pas eu le temps d'apprendre ce corps-là. Moi, j'ai découvert des choses quand je suis tombée malade. Et donc, quand on va dans la pratique, il y a des choses qui étaient vraies il y a quelque temps et des choses qui ne sont plus vraies aujourd'hui. En témoignent toutes les recherches scientifiques que j'ai découvertes sur le cancer, sur le stress, sur le burn-out, sur plein de choses, et qui nous disent que la pratique que nous sommes en train de faire n'a aucun sens. Il y en a plein. Vous tapez PubMed, vous téléchargez, il y a beaucoup de recherches sur le sujet. J'ai travaillé à la Commission européenne pendant des années dans le secteur de la recherche sur les médicaments, vaccins et tout ce qui était cancer. La Commission européenne, c'est le premier financeur de ces projets. On n'a encore rien trouvé. Donc la seule façon, c'est de se mettre à jour par rapport à tout ce que les scientifiques sont en train de faire. Et là, je salue tous les scientifiques qui font un travail extraordinaire. Mais quand je dis extraordinaire, c'est extraordinaire. Il y a des chercheurs qui continuent à chercher. Vous n'avez pas le temps de voir les gens et vous n'avez pas le temps de lire. Ayez au moins l'humilité de dire, je ne sais pas. Si vous n'arrivez pas à expliquer à un malade qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qui ne va pas ou ce que vous allez faire dans son corps, ayez au moins l'humilité de dire, je ne sais pas, je ne vais pas vous guérir, mais je veux bien tenter. Ne présentez pas la chose comme étant quelque chose de gagné. Il y a des chercheurs qui continuent à faire leur boulot. J'ai même découvert
un travail d'une femme qui s'appelle Elizabeth Blackburn, qui a fait un travail sur l'effet télomère. Elle a quand même eu un prix Nobel de la médecine. Cette femme nous explique le lien qu'il y a entre le stress et le vieillissement cellulaire qui conduit au cancer. Et j'en passe, il y en a plein. Il y a même des médecins ici en France qui sont en train de nous expliquer que les méthodes de chimio et de radiothérapie ne sont pas adaptées. Il y en a d'autres qui nous alertent sur les dérives de la vaccination et plein d'autres choses. Et ce qu'on trouve à faire, c'est de radier ces médecins. Radier. Il y a un problème. Moi, je me suis radiée de moi-même. Donc, j'ai le droit je suis même libre de dire ce que je veux. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai envie qu'on puisse changer les choses. Qu'on puisse considérer qu'il y a des souffrances derrière tout ce qu'on fait. Que le nombre de médicaments qu'on prend n'a aucun sens. N'a aucun sens. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était une vidéo très longue, mais j'avais vraiment envie de dire ce que j'ai ressenti. Et donc, je rends hommage à ma copine qui est partie. Je lui dis tu me manques beaucoup. Et je dis à tous les gens qui souffrent à cause du cancer ou à cause d'autres maladies que votre corps est extraordinaire. Extraordinaire. Il est temps que vous écoutiez ce que votre corps est en train de vous dire. Le cancer est en train de vous dire que vous avez arrêté de vivre. Que vous avez arrêté d'avoir une vie à l'intérieur qui palpite, qui vous donne envie de vivre. Vous avez arrêté parce que vous avez peur, parce que vous n'osez pas prendre votre place dans la société. C'est ça que le cancer a envie de vous dire. Moi, le cancer, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Parce que depuis que j'ai eu le cancer, maintenant, je vais à ma 4e année. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et je ne pense pas que j'aurais pu me réaliser comme je suis en train de le faire. Donc le cancer est peut-être quelque chose qu'il faut juste écouter. Écoutez le message de votre corps. Le message est en train de vous dire « Vivez ». Vivez, soyez heureux, partagez des bons moments avec vos enfants. Retrouvez votre dignité. À partir du moment où vous avez compris ce qui se passe dans votre corps, vous pouvez reprendre votre vie. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai envie de faire jusqu'à la fin de ma vie. Il fut un moment où j'avais des clients à vie, je leur donnais des médicaments, ils revenaient. J'aurais pu être très très riche. J'ai dit non, je préfère être riche en faisant autre chose. Maintenant, j'explique aux gens ce qui se passe dans leur corps. Et après, ils décident. S'ils veulent faire la chimio, ils font la chimio. S'ils veulent faire autre chose, ils font autre chose. Mais au moins, ils ont compris. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir entendu. Et merci de votre patience. Parce que je ne suis pas là pour casser les uns et les autres. Non, j'ai juste envie que je puisse partager ce que j'ai compris de la science médicale. Et que la science médicale, c'est, il y a des choses qui marchent, on continue. Il y a des choses qui ne marchent pas, on les enlève. Voilà. Si ça vous parle, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Dites à tout le monde, informez tout le monde. Et je compte sur vous. Je prends le temps de le faire. Je vous demande de la partager, ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Merci.